Bonjour à tous, bienvenue pour ma critique malade de Star Wars 8, Les Derniers Jedi. Oui, je suis malade, c'est pour ça, entre autres, que la critique arrive un petit peu en retard. Vous savez que mardi, quand j'ai fait ma critique sans spoiler, je vous ai promis une critique avec spoiler très rapidement. Et bien, la voici. J'espérais aller un petit peu mieux, mais c'est pas le cas, c'est pas grave. J'ai pas mal de notes là, et si jamais vous n'avez pas vu le film, passez votre chemin tout de suite, parce que là vraiment direct on va rentrer dans le vif du sujet et ça va spoiler dans tous les sens. C'est pour des gens qui ont vu le film. Si jamais vous ne l'avez pas vu, vous avez hop ma critique sans spoiler qui apparaît, où là-bas je donne mon avis plus général. De manière générale, si vous l'avez pas vu, je vous encourage à la regarder, parce que là je vais pas forcément donner mon avis général, mais plus vraiment sur des points très spécifiques. Et c'est globalement tout un calepin avec des notes que j'ai prises. Globalement, le jour où je l'ai vu, donc le lundi de l'avant-première, et un peu après, j'ai pas écrit grand-chose après, donc je pensais que ma pensée évoluerait, mais finalement pas tant que ça. Donc c'est parti. Alors première chose, donc le côté surprenant et décevant dont j'avais parlé dans mon autre critique. Surprenant, c'est clairement la chose que tout le monde a pensé. Tout le monde a trouvé que le film était très surprenant. Je suis très d'accord, moi aussi, j'ai trouvé très surprenant. Décevant, comme je disais, pas tant pour le côté... Pour le contenu du film, mais pour les portes qui ferment. Je trouve que Snoke, par exemple, c'est tellement du gâchis. Je comprends pourquoi il meurt maintenant. Je pense que c'est pas plus mal qu'on l'ait pas dans l'épisode 9 pour que ça refasse pas une sorte de Palpatine, qui est pas le même rythme que dans la trilogie originelle. Mais il y a quand même... Je sais pas. En fait, le truc, c'est qu'il y avait des trucs à faire avec lui, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait. Globalement, tout ce qu'on a vu, c'est qu'il était super puissant. Alors, les différentes théories, c'est que c'était Darth Plagueis, donc le maître de Palpatine. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Moi, ce que je pense... On parle beaucoup dans l'univers étendu, parce que je vous parle aussi du point de vue de quelqu'un qui lit quasiment tous les livres Star Wars. Je suis pas tout à fait à jour, mais quasiment j'ai une étagère avec 18 livres ou quelque chose comme ça, donc voilà, je les ai tous lus. Et donc, de ce point de vue-là, Palpatine, pendant des décennies, était attiré par quelque chose dans les régions inconnues de l'espace, quelque chose l'appelait, et c'est pour ça qu'il a commencé à créer des observatoires, enfin, certains de ces observatoires étaient pour rechercher là-bas. C'est aussi pour ça qu'il y avait il a envoyé pas mal d'expéditions par là-bas. Et certains pensent qu'en fait, ce qu'il appelait, c'était Snoke. C'était cette présence qui existait déjà là-bas. Parce qu'à un moment, Snoke dit qu'il a vu le début de Palpatine et tout, sa chute. Donc ça fait longtemps qu'il est là-bas. Et moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, donc il y a une trilogie de livres qui s'appelle Aftermath, qui en gros raconte ce qui s'est passé juste après l'épisode 6, et donc comment... l'Empire... en fait, la culmination, c'est la bataille de Jakku. On sait qu'il y a eu une bataille à Jakku. Dans l'épisode 7, on voit des vaisseaux partout, mais on ne sait pas ce qui se passe, et je trouve ça très étonnant en fait que dans les films, on n'ait pas donné cette réponse, parce que c'est quand même vraiment important. Globalement, la bataille de Jakku, c'est tous les restes de l'Empire les plus forts qui se sont réunis sous le commandement de Galus Rax, qui était... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, c'était... un orphelin qui avait été recueilli par Palpatine pour servir ses noirs desseins, n'est-ce pas? Et globalement, l'idée, c'était qu'il y avait un observatoire sur cette planète, et que tous les restes de l'Empire allaient être sur la planète, que la Nouvelle République allait arriver, combattre, et que Galus Rex allait faire exploser la planète pour tuer tout le monde, et lui se barrer et former le Premier Ordre en rejoignant, je crois que c'est l'Exécuteur, je crois, le Superstar Destroyer de Palpatine, qui lui était déjà dans les régions inconnues. En fait, Sloane, donc l'ancien chef du dernier bastion de l'Empire, qui s'était fait évincer par Rax, en fait le tue, arrive à le retrouver, à le tuer en disant « c'est pas, t'as changé mon empire, c'est pas ça l'Empire », et du coup arrête le processus et la planète n'explose pas. C'était le plan de Palpatine, en gros, dire sur un échiquier, si jamais le roi meurt, dans ce cas-ci, lui, toute l'armée a échoué, donc l'échiquier doit être cassé. Et du coup, donc il voulait en gros appuyer sur le bouton reset de toute la galaxie. Ça n'a pas marché, bref. Dès le début, je pars un peu en live, mais c'est quelque chose qui est super important, et je trouve ça tellement dommage qu'on l'ait pas dans les films. Bref, je serais très curieux notamment de savoir comment est-ce que Snoke est devenu le chef du Premier Ordre, alors qu'à la base, il n'avait rien à voir là-dedans. Où est Sloane? Alors, elle fait partie de l'univers étendu, donc je pense qu'on la verra jamais dans les films, parce qu'il y a trop de personnes. Si jamais on dit « Hey, voici Sloane, elle est super importante », on va dire «
qui c'est là? C'est comme l'amiral Thrawn, et de manière générale le peuple des Chess, donc c'est ceux à la peau bleue qui habitent dans les régions inconnues. Eux, ils ont l'air d'être ultra importants, mais je pense qu'on les verra jamais dans les bouquins parce qu'il y a 10% des fans à tout casser qui sauront de quoi ça parle, donc c'est un peu trop obscur. Mais bon, bref, Snoke, quand même, il y avait des trucs à faire avec lui, et là, il est mort, j'ose espérer qu'il va rester mort, et juste, voilà, il y a plein de questions sur lui, et on n'aura jamais de réponse, enfin, je sais pas. J'aimerais bien savoir qui il est, quand même, mais en quelque sorte, on s'en fout un peu, c'est ça le pire. Bref, donc Sloane. Knights of Ren, ça c'est le premier truc que j'ai écrit, ça m'a beaucoup fait rire dans les commentaires, plein de gens qui disaient « Mais du coup, c'est qui les Knights of Ren ?» Alors moi, j'ai ma théorie, je suis assez persuadé d'avoir raison, même si j'ai peut-être tort, hein, qui sait. On apprend que Ben, quand il détruit le temple, ça c'était un de mes gels, il arrête pas de tomber, c'est pas grave. Il tue une partie des Padawans et il se barre avec une autre partie. Moi je suis persuadé que Knights of Ren c'est ces autres Padawans, ceux qui sont partis avec lui. Je pense que c'est ce qui se tient le plus, et notamment ça explique le fait qu'il soit rattaché à lui et pas à Snoke. De la même raison, je pense que ce ne sont pas les gardes prétoriens du coup, donc les gardes rouges qui sont aux côtés de Snoke, ça c'est encore autre chose, eux ils dépendent vraiment de Snoke, mais du coup il y a les chevaliers de Ren. Mais alors, eux, le truc, c'est que... Alors, je pense qu'on sait qui c'est, du coup, mais qu'est-ce qu'ils font? On les a jamais vus. La seule fois où on les a vus, c'était dans le flashback de Rey, et c'est tout. Donc, je suppose qu'ils vont devenir importants, là, dans le 9, maintenant qu'en plus, c'est Supreme Leader Ren. Mais qu'est-ce qu'ils foutent depuis tout ce temps? Et je trouve que c'est bizarre qu'ils arrivent d'un coup. Je sais pas, il y a quelques trucs qui me dérangent comme ça avec eux. Le fait qu'il pop comme ça de nulle part, mais bon, pourquoi pas, donc voilà ma théorie, en tout cas, on verra bien si j'ai raison. Alors j'ai écrit « Dernier Jedi, déçu parce que la... » Ah oui, déçu parce que ce n'est pas la fin des Jedi, voilà. Avec un nom comme « Les Derniers Jedi », pour moi, en fait, si vous lisez tout ce qui est univers étendu et tout, moi je lis les livres, j'écoute des résumés des BD, et je regarde Rebels par exemple, partout on parle de l'équilibre de la Force et de cette idée de Jedi gris, ils l'appellent pas ça comme ça, et c'est pas comme ça que ce serait, mais en gros, des utilisateurs de la Force qui ne sont pas des Jedi, mais qui ne sont pas des Sith non plus. Qui utilisent un peu les deux. Ahsoka, donc l'ancienne apprentie d'Anakin, est un petit peu devenue comme ça. Et pour moi, les derniers Jedi, et pendant le film, je trouve qu'au début on allait dans cette direction-là, je me suis dit, ah mais c'est trop cool, vraiment c'est les derniers Jedi, parce que Luke est en train de dire, non, 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 faut abandonner ça, Kylo Ren aussi dit, non, 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 faut abandonner ça, je me suis dit, mais super, Luke va peut-être devenir un Jedi gris, ou du moins, il va enseigner à Rey qu'elle doit devenir un Jedi gris, Kylo Ren, il tue les Sith, il dit, allez, on en finit, et en fait, non. Et en fait, non, visiblement, elle est bien partie pour rester une Jedi. Lui, je sais pas trop s'il va rester un Sith, mais c'est tout comme. Donc, enfin, pourquoi? En fait, j'ai l'impression que on nous avait promis « Eh, ça va changer », et puis en fait, ça change pas du tout. Donc un peu déçu là-dessus. Je sais que pour l'instant, c'est très négatif. Hein. J'ai bien aimé le film, j'ai adoré le film, mais bon. Donc ouais, déçu pour ça, et déçu aussi pour le fait que finalement... aucun des deux n'a changé de côté. Je sais que ça aurait été peut-être un peu... Enfin, tout le monde l'avait prédit que soit Rey, soit Kylo Ren allaient changer de côté, voire les deux allaient échanger. Et en fait, le truc, c'est que Rey, elle a une part tellement sombre en elle que je trouve que c'est dommage de ne pas en profiter, c'est dommage de la laisser si gentille. Ils ont intérêt, dans le 9, à la faire passer en gris, elle. Qu'elle accepte ce côté gris, enfin ce côté noir qu'elle a en elle, et qu'elle arrête d'être juste la très très gentille. Je pense que ce serait vraiment plus intéressant, parce que pour l'instant, j'ai juste l'impression que Kylo Ren est d'autant plus, enfin, a ancré son identité dans le côté noir, et Rey l'a ancré dans le côté blanc, pour schématiser, et c'est limitant, quoi. C'est limitant et c'est limité. Alors, par contre, il y a eu des moments de ouf dans ce film. Il y a eu des moments où vraiment, je le disais dans ma critique, j'étais bouche bée et je le suis resté pendant 30 secondes à chaque fois en mode qu'est-ce qui se passe? Enfin, incroyable. Le premier, c'est l'explosion du pont du vaisseau avec Leia qui part dans l'espace. Incroyable. Et en fait, j'ai d'autant plus cru qu'elle mourrait parce que je me dis, mais on la voit mourir
C'est pas juste genre on voit une explosion et oh mais il y avait Leia là. Non, on la voit mourir et je trouvais ça ouf. Même si sur le coup je me suis dit mais c'est sérieux, elle est censée être là pendant tout le film quand même, elle est pas encore morte. Du coup elle revient, j'aime bien le fait qu'elle utilise la force, de là à l'utiliser dans l'espace pour survivre et tout. Donc pas trop fan du fait qu'elle puisse revenir et tout, et donc moi ma théorie c'est que c'est elle qui se déplace vers le vaisseau et pas qui déplace le vaisseau, certains pensaient que c'était l'inverse. Pas convaincu. Et je sais pas, est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre Akbar à la place? Est-ce que l'amiral Akbar, à un moment on dit ah il est mort, quand une des aides annonce oui tout le monde est mort, elle fait mais quand même c'était un perso important, et là on nous dit juste ah il est mort. J'aurais bien aimé le voir. Et Leia, le problème, bon c'est pas de leur faute hein, mais bon, Carrie Fisher est décédée, du coup, en gros ils l'ont fait survivre pour que juste derrière elle remeure, et je me doute bien qu'ils pouvaient pas retourner plein de scènes, mais un autre truc c'est que la scène avec l'amiral Holdo qui se sacrifie, ça du coup ça aurait dû être Leia, parce qu'elle a pas un rôle ultra important après ça. La seule chose c'est qu'elle voit Luke, ils ont une petite discussion, bon, elle a une discussion sur Rey pour dire ah bah Luke est mort, ah oui je l'ai senti, c'est pas super important, donc je pense que ça aurait été beaucoup plus puissant si c'est Leia qui s'était sacrifiée, mais bon, voilà, la post-prod ne peut pas tout faire. La mort de Snoke est un autre moment incroyable, où celui-là par contre on le voit venir, et du coup, ça reste quand même ouf. Et beaucoup disent, mais attends, Snoke il est tellement puissant, comment est-ce qu'il a pu se faire avoir? Non, moi je trouve ça crédible qu'il se soit fait avoir, parce qu'il ressentait juste les émotions de Ben, il ressentait pas ses intentions précises, et donc du coup, à chaque fois il dit vraiment, ah, il est en train de tourner le sabre laser, et de fait, il est en train de tourner le sabre laser, mais il tourne l'autre aussi. Donc non, moi j'ai trouvé ça crédible et bien. Juste du gâchis, parce que Snoke on sait pas qui c'est, mais non, moi j'ai été convaincu par la scène, c'était assez cool. Donc ouais, l'amiral qui fait son saut lumière, ça c'était ouf. Alors je sais pas exactement comment ça marche, si c'est en fait le fait que pendant son départ elle a traversé le vaisseau et c'est à ce moment là que ça a été détruit, ou si elle a fait un micro saut qui l'a fait réapparaître au niveau du vaisseau, je sais pas trop, mais c'est incroyable. Et c'est la scène je pense dont tout le monde parlait à la sortie du cinéma, et le silence est incroyable. Le fait qu'on voit tout arriver sans un bruit dans le cinéma, ça c'est un moment, c'est un des meilleurs moments de Star Wars tout court. Franchement, c'était incroyable. Ouais, non, ça c'était juste un moment vraiment parfait. Luke qui abat presque Ben, what? Ah oui, bah oui, le moment où on le voit, même, ouais, le moment où il a failli le tuer, c'est ce qui a fait qu'il a détruit le temple après. Ça, c'est un moment assez incroyable, même raconté du point de vue de Luke, quand il lui dit bah, j'allais, et puis en fait, non, je l'ai pas fait. Même quand on a la vérité, parce qu'avant, on avait la version de Kylo Ren, donc ça reste quand même incroyable comme moment. Et de voir en fait justement ce côté encore une fois un peu gris. On aperçoit du gris dans des personnages, ça c'était pas mal. J'ai bien aimé ce moment-là. Qu'est-ce que le presque sacrifice de Finn? Mais pourquoi est-ce qu'il s'est pas sacrifié? Je sais qu'ils veulent faire une nouvelle génération de héros et tout, mais Finn, ça aurait été une super belle fin à son histoire. Le truc que je me dis, c'est qu'ils ont intérêt à lui faire une histoire vraiment stylée après ça, parce que non seulement il a survécu à ça, alors que ça aurait été une super bonne fin pour lui, mais en plus, il a tué Phasma, et ça m'énerve. Donc Finn, dans l'épisode 9, il a intérêt à faire des trucs de ouf, sinon je vais être énervé. Justement, la mort de Phasma. Alors, Capitaine Phasma, dans l'épisode 7, il ne sert à rien. C'est un personnage de merde. Entre-temps, ils ont sorti un bouquin qui s'appelle Phasma, et ils ont sorti une série de BD sur elle. La série de BD, c'est par exemple ce qu'elle a fait juste après s'être libérée. Et en fait, l'idée, c'est que c'est un personnage de ouf. C'est vraiment une badass. Et donc, le bouquin Phasma, c'est en gros comment est-ce que le général Hux perd. Je me souviens plus de son nom. C'est pas Armitage, c'est Brendol. Brendol Hux, qui d'ailleurs était dans le vaisseau qui est parti de l'observatoire à Jakku. Il l'a recruté parce qu'elle l'a sauvé sur une planète où en fait c'était un guerrier de ouf. Et en fait, elle
ce qu'on découvre à travers ce bouquin, c'est qu'elle ne pense qu'à elle, mais à 100%. Elle s'en fout des autres, à tel point que à un moment, elle coupe la jambe de son frère. Enfin, ouais, en gros, elle coupe la jambe de son frère pour être la seule à avoir le pouvoir. Ensuite, elle finit par tuer une partie de son peuple. Ensuite, elle décime le reste de son peuple. Même son... Bah, ses parents se font tuer à un moment, je crois aussi. Ouais, ses parents se font tuer à cause d'elle. Et Brendel Hux, par exemple, bon, je vous spoil Phasma, je suis désolé, hein, mais bon, du coup, elle assassine Brendel Hux. Armitage Hux, du coup, son fils, le roux, qui est le général horrible, Hugs, n'est-ce pas, lui, il le sait, il fait oui, il n'y a pas de souci. Bref, en gros, tout ce qu'elle veut, c'est survivre et c'est s'avancer. Du coup, le fait qu'elle ait abaissé le bouclier, ok, moi je veux bien, j'y crois. Vraiment dans le sens, si tu baisses pas les boucliers, on te tue. Fais ok, moi j'ai envie de survivre, je baisse les boucliers, je m'en fous du premier ordre, je veux juste moi être puissante. Après du coup dans les comics, elle part, en fait il y a une personne qui a vu ce qu'elle avait fait avant qu'elle supprime toutes ses traces, et elle va poursuivre cette personne, elle prend genre un droïde et quelqu'un pour l'aider, donc c'est pour ça qu'elle est pas morte dans l'explosion, parce qu'elle était déjà partie de Starkiller Base, et après elle finit par retrouver la personne, la tue, et détruit le droïde et la personne qui l'avait accompagné juste pour être sûr. Ouais, c'est une grande malade. Donc du coup, c'est un perso de ouf. Et donc moi, quand j'ai vu dans la bande-annonce qu'elle allait se battre contre Finn, j'avais déjà dit, si elle perd, c'est honteux, parce que c'est le meilleur guerrier que j'ai jamais vu, quoi. Et alors, techniquement, elle gagne, et bien comme il faut, elle envoie Finn balader, et après, en fait, en coup de traite par derrière, il la démonte. Et en fait, ça me frustre parce que c'est un personnage de ouf, mais que dans les deux films, tout le monde dit « Oh, c'est vraiment nul ce perso, il sert à rien ». Et ils ont raison. Quand on voit juste les films, ils ont raison. Elle a été gâchée. Donc ça, c'est vraiment triste. Et j'espère qu'elle est morte quand même, parce que si ils font « Oh non, non, en fait, non, c'est nul. Il y a un moment, il faut qu'ils laissent mourir des personnages. Il y en a beaucoup qui sont morts là, mais... donc voilà, Phasma, énorme gâchis. C'est probablement le pire point du film pour moi. Alors, le fait que Luke n'était pas réel à la fin, je me suis demandé s'il n'y avait pas des incohérences, mais finalement j'ai l'impression que c'est bon, mais sur le fait que tout le monde puisse le voir en fait. Parce que genre par exemple, quand Rey voyait Kylo Ren, elle était le seul à le voir. Enfin, sauf quand Luke rentre, ouais. C'est chelou, je trouve ça bizarre en fait, je trouve, ok quand quelques personnes te voient, mais que genre toute l'armée du First Order et toute la résistance le voit, admettons. Je trouve par contre que le fait qu'il puisse apparaître comme ça a été extrêmement bien préparé. J'en parlais dans ma critique, justement, le fait que on a compris que qu'on peut se projeter comme ça, c'est possible, et du coup, tout le monde, on a intériorisé cette possibilité, mais on n'a pas imaginé ce qu'on allait pouvoir faire avec, mais quand on découvre qu'en fait il n'est pas réel, tout de suite on comprend pourquoi. Donc ça a été ultra bien amené. Et également, c'est marrant, moi j'y ai pensé en fait comme mon deuxième visionnage, le fait qu'il a le sabre laser qui vient d'être détruit. Évidemment, on le sait en fait du coup qu'il peut pas être là. Pareil, il avait l'air différent, et ça je m'étais fait la remarque, moi, tiens c'est bizarre, il a l'air plus jeune. Et en fait ça c'est juste qu'il s'est projeté la façon dont Ben Solo l'avait vu pour la dernière fois. Mais ouais, je m'étais dit, tiens, un petit peu, s'est fait tout beau pour venir, quoi. Et en fait, ma femme, du coup, m'a dit, ouais, mais je m'étais fait la remarque que Kylo Ren, quand il marchait, il laissait des grosses traces, et à un moment, on voit un gros plan sur le pied de Luke Skywalker qui pousse et tout, qui se met en position, et là, il n'y a pas de traces, et je dis, oh là là, il contrôle bien, Et bien non, juste qu'il n'est pas là. Donc, la scène est vraiment cool, et ce moment de révélation, alors, le fait qu'il meure après... c'est bien, ouais, c'est bien, mais un peu dommage. Ouais, je sais pas encore ce que j'en pense, en fait, du fait qu'il soit mort. C'est une belle mort, mais je sais pas encore trop ce que j'en pense. Ouais, dernière chose sur l'apparition, comment ça se fait que les espèces de créatures qui s'occupent de l'île, qui détestent Rey, comment ça se fait que eux ne voient pas Kylo Ren quand Rey dans la scène où elle lui tire dessus? Parce qu'à un moment, il est à l'extérieur. Je ne sais pas. Alors, autre chose, je vous disais que mon ancien personnage préféré
et t'es redevenu mon nouveau personnage préféré, c'est Yoda, bien sûr. Ah, c'était trop cool. Donc mon ancien personnage préféré, c'était Yoda, et j'ai changé pour Qui-Gon Jinn, parce que Qui-Gon Jinn était beaucoup plus... en fait, avant c'était Qui-Gon Jinn, après Yoda, après Qui-Gon Jinn, maintenant Yoda. Parce que Qui-Gon Jinn, en fait, s'est rendu compte des problèmes dans les Jedi, alors que Yoda, on a eu besoin de le prendre par la main pour lui montrer dans Clone Wars, en fait. Et du coup, genre dans l'épisode 3, il sait qu'ils vont perdre. C'est ça qui est ouf. Dans la dernière saison, dans la saison qui en fait était abandonnée, mais la saison 6 de Clone Wars, il a une vision où il voit que les Jedi vont être tués par Darth Sidious. Et je trouve ça incroyable que du coup dans l'épisode 3, bah, il fait un peu comme si de rien n'était, parce qu'il sait que c'est le résultat. Quoi qu'il fasse, ça va être le résultat. Mais ouais, que là il apparaisse et qu'il soit... Il est sage, quoi. Alors oui, il sait que les bouquins ne sont plus dans l'arbre, donc il a aucune hésitation à le détruire, mais je trouve que ça, c'est quand même vachement cool. Et du coup, justement, sur cette histoire de bouquin, j'avais pas remarqué la première fois que, juste avant qu'elle parte, on voit Rey fermer un tiroir, et après, on découvre, quand Finn, à la fin, cherche une couverture pour Rose, il ouvre le tiroir et on voit tous les bouquins. Donc moi, je les avais repérés à ce moment-là. Ça, je trouve ça cool. J'aime bien cette idée qu'elle est là. Après, bon, je suppose que ça explique pourquoi elle va pouvoir devenir une Jedi quand même, parce que du coup, elle a tous les textes. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Rose, j'aime bien le lien entre Finn et Rose, notamment le fait que lui, c'est pas trop, parce que c'était plutôt Rey qui l'intéressait, donc il sait pas trop où il en est. Mais Finn Rey, ça aurait pas collé, donc je suis content qu'il y ait, pourquoi pas, une histoire romantique quand même, mais entre ces deux-là, ça aurait pas marché. Donc Rose, pourquoi pas, ça marche plutôt pas mal. Petit truc sur la scène finale avec le gamin qui utilise la force pour prendre son balai. Lui, je sais pas trop ce que ça va donner. Alors, soit c'est juste une manière de montrer que Luke a redonné espoir à la galaxie, parce que vous savez que Hope, c'est le mot d'ordre de la résistance, de la rébellion et tout ce que vous voulez. Donc, soit c'est ça, soit, et je pense que c'était ça, le fait que le gamin à la fin prenne son balai un peu comme un sabre laser, me fait aussi penser que, si ça se trouve, lui, ça va être un personnage dans les suivants. Alors, deux possibilités. Soit c'est un personnage dans l'épisode 9, même si ça me semble être une grosse ellipse, parce que il faudrait genre 10 ans, et je pense pas qu'ils vont faire 10 ans d'ellipse. Je pense qu'il va y avoir une ellipse entre le 8 et le 9, mais pas 10 ans. Soit ça va être un personnage de la trilogie de Rian Johnson. Il a dit que ça se passerait pas au même moment, mais il a pas dit exactement où. Il a dit que ce serait pas l'ancienne République, ce qui est dommage. Ça aurait été marrant. Mais je sais pas du tout où elle va être cette nouvelle trilogie, donc je sais pas. Mais ouais, je pense que ce gamin, il est peut-être assez important. Ensuite, pour ce qui est du rapport au temps, j'en ai parlé dans ma critique, certains disaient « Ah, mais si, je pense que ça marche ». Moi, j'ai quand même un problème avec le fait que, globalement, la bataille dans l'espace, ça dure genre, en tout et pour tout, allez, 30 heures. Alors que le côté de Rey dure beaucoup plus longtemps. Alors d'accord, je pense que ça commence un peu avant, vu que le 7 s'arrête alors qu'elle est déjà sur l'île et les autres n'ont pas encore commencé leur évacuation. Mais quand même, elle, c'est des jours et des jours, je pense, son entraînement. Pas que ce soit très difficile ou quoi que ce soit, mais juste que elle le suit pendant... Le premier jour, il se passe rien. Le deuxième jour, elle le suit. Le troisième jour, il commence leur truc à l'aube. Elle est restée au moins 3-4 jours. Au moins, au grand minimum. Alors que de l'autre côté, il y a maximum 2 jours. Donc, je sais, on est dans l'espace, le temps c'est relatif, mais quand même, c'est bizarre de pouvoir passer de l'un à l'autre, et surtout de pouvoir passer de Rey à Ben, qui sont pourtant dans des théâtres de guerre différents. Donc, compliqué. Le sauvetage de Rose et... alors, bon, quand ils vont à Canto Bight, Rose et Finn, Canto Bight est inutile. C'est le point le plus faible du film. C'est un peu joli, ouais, ils voulaient mettre une nouvelle planète, mais c'est pas ouf. J'étais vraiment pas convaincu par ça de manière générale. Sauf, le seul truc que j'ai trouvé très cool, c'est qu'on a enfin un film où un sauvetage est raté. Alors je sais qu'il y en a certains qui diraient que « Ah, mais non, c'est négatif, quand tu montres quelque chose dans un film, ça devrait avancer l'histoire. » Alors que là, au final, ils font un truc et ça sert à rien, ou presque. Et non, moi je trouve que c'est très très cool qu'au final, déjà de 1, il se foire, et déjà de 2, de toute façon, Holdo, elle avait un meilleur plan. Donc moi j'aime bien cette histoire de sauvetage raté, d'autant plus que DJ, à cause de leur sauvetage,
arrive à dire à l'Empire, enfin au Premier Ordre, il y a des navettes, détruisez les navettes. Ça c'est vachement cool. Et ouais, DJ, j'espère, donc DJ c'est Don't Join, hein, bien sûr, c'est son nom de code, j'espère qu'il va réapparaître dans le 9 et que cette fois-ci il va aider la résistance. Comme ça ce sera un peu, parce que justement son truc c'est qu'il aide tout le monde, il s'en fout. Du coup, cette fois-ci il a aidé Premier Ordre, j'espère que la prochaine fois il va revenir, voilà, j'espère que ça va être un personnage qui va revenir, tout court. Par contre, j'ai bien aimé le fait que la résistance était divisée, elle était plus complexe. D'habitude, c'est une armée, et la résistance, c'est pas une armée. C'est justement plein de gens qui veulent résister, qui sont pas des soldats et tout. Et j'aime bien cette idée de problème de discipline et tout, et qu'ils sont pas d'accord. Je trouve d'ailleurs ça très drôle que la blonde qui aide Poe, c'est la fille de Carrie Fisher en fait. Du coup, j'aime bien l'idée qu'elle fasse partie de ceux qui font la mutinerie. Donc ça, j'ai bien aimé ce côté-là, même si, en fait, il y a plein de trucs qui sont très longs sur ce théâtre-là. C'est-à-dire que globalement, vous avez l'île où Rey fait son entraînement, où ça avance pas mal. Vous avez Canto Bight qui avance, qui sert à rien, mais qui avance. Et entre les deux, il faut bien faire avancer des trucs au niveau de la flotte, donc de temps en temps il se passe des trucs, mais c'est vraiment juste pour faire passer le temps, quoi. Ça c'est un petit peu dommage. Et dernière petite chose, vous savez que dans tous les Star Wars, il y a toujours la phrase « I have a bad feeling about this ». Alors moi je la regarde en anglais, je sais pas exactement ce que c'est en français, j'ai un mauvais pressentiment ou quelque chose, et dans celui-ci, c'est pas le cas. Personne ne le dit. Ma théorie, c'est que c'est ce que Chewie dit à Rey au moment où elle rentre dans le pod, la capsule de sauvetage du Faucon Millenium, juste avant de rejoindre Kylo Ren. Elle lui dit ah, et si tu vois Fenn avant moi, dis-lui. Et il fait je suis très mauvais Wookie. Elle fait ah oui, très bien. Je pense que c'est ça qu'elle lui a dit. Je sais pas. C'est ma théorie, on le saura jamais. Mais je pense qu'ils l'ont mis quelque part. À part ça, donc moi j'ai pas d'autres notes, mais pour rebondir à pas mal de commentaires qui sont revenus. Concernant l'humour, moi je trouve que ça va. Je trouve que Star Wars, il y a toujours eu beaucoup d'humour. Moi ça m'a pas dérangé. Après je peux comprendre qu'il y en a un peu beaucoup. Le truc que je trouve bien par rapport à Marvel ou des choses comme ça, ou même je suis allé voir Justice League récemment. Justice League c'est insupportable parce que à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il devait avoir une punchline. Même si c'est une punchline de merde, si jamais il tape un truc, il fait ah tiens, prends, je sais pas quoi. Genre Cyborg à un moment il fait bouilla juste à la fin, au moment où tout explose. Mais non, ça tu pouvais te retenir quand même. Et là il n'y a pas trop ça. Il y a du comique de situation, il y a les Porg, ouais, un petit peu too much, mais bon, ça enlève en rien le charme ou quoi que ce soit. Et sinon c'est soit des scènes vraiment comiques, genre General Hugs au tout début, où ça c'est juste une scène marrante. Et après ça, moi, c'était des scènes, c'était des traits d'humour qui n'étaient pas en plein milieu d'un échange, pas au plein milieu d'une scène, donc ça ne dérangeait pas. Sinon, je trouve que c'est fascinant à quel point ce film divise. C'est-à-dire qu'à lire vos commentaires et même à regarder quelques critiques, soit les gens trouvent que c'est un des meilleurs épisodes de la saga, soit les gens l'ont détesté. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Notamment les premiers retours, que ce soit en termes de critiques ou spectateurs, étaient tous positifs, et après ça a commencé à devenir beaucoup plus mitigé, à tel point que dans les commentaires de ma critique, il y a des gens qui disaient « Ah mais ce film a chié sur l'héritage de Star Wars et tout, c'est une honte et tout ». Bah écoutez, moi je suis désolé, moi je le vois pas. Moi je l'ai vu 2 fois, et je trouve quand même que c'est un excellent Star Wars. Vraiment, c'était très divertissant, je trouve qu'il respecte les codes de la franchise, il ne chie sur rien du tout. Non, je le trouve très bon. Quelques longueurs, ouais. Et alors il y a un point qui m'a pas mal surpris en fait, c'est que, donc je l'ai vu lundi, mercredi avant de le revoir en fait, j'avais hâte de le revoir, déjà parce que j'allais le voir avec des gens qui ne l'avaient pas vu, je vais le voir avec ma femme et un ami qui ne l'avait pas encore vu. Et en moi il y avait je sais pas, un petit côté flemme. Je sais pas si j'arrive à bien l'expliquer, petit côté où j'ai un petit peu la flemme, et je me suis rendu compte dans le cinéma en fait, en le regardant, que c'est parce que l'intérêt du film repose entre autres sur toutes les questions qu'on a, sur toutes les scènes où on se dit oh, il se passe un truc de ouf, et en fait après
il y a une autre, enfin genre par exemple Léa qui meurt mais en fait non, que des moments comme ça, et quand on sait déjà comment ça va se passer, je trouve que ces scènes-là perdent un peu de leur saveur. Léa par exemple, la scène où elle se fait éjecter dans l'espace, j'ai rien ressenti en fait, parce que je savais que c'était pas le cas. Snoke, quand il se fait me tuer, je savais que ça allait arriver, donc j'ai rien ressenti. Et c'est un... Je sais pas, c'est bizarre. La seule exception, c'est... Luke à la fin quand même, j'ai trouvé ça cool, le moment où on découvre qu'il est pas vraiment là. C'était un peu cool. Mais alors par contre, si la séquence avec l'hyperespace et tous les vaisseaux qui explosent, ça restait très très cool. Mais les autres, en fait, la seule façon pour moi d'en profiter, c'était de regarder les réactions des gens autour de moi. Parce que eux, ils avaient cette première réaction de... Snoke il est mort, ou mais non Leia. Enfin vraiment ça c'était des moments de ouf, mais une fois que tu sais comment ça se termine, ouais, je sais pas. Donc là, franchement, demain si on me disait hey, on retourne y aller, moi j'ai une carte limitée donc ça me coûterait rien, et pourtant, pas méga chaud. C'est un peu étrange, mais parce que Force Awakens, je l'ai vu avec plaisir une troisième fois après quelques semaines. Donc ouais, j'attends de voir avec le temps. Mais c'est un film que j'ai tellement bien en tête, genre j'ai noté l'ordre des scènes et tout, que je trouve qu'il présente pas tant d'intérêt que ça à revoir. C'est un peu dommage. Mais après je le reverrai quand même quand je me ferai des marathons. Mais bon. Voilà, bon bah écoutez, je crois que moi j'ai fait le tour de pas mal de choses. Si jamais vous avez envie de discuter dans les commentaires, cette fois-ci vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de souci. De toute façon c'est une vidéo à spoil. Moi je répondrai de temps en temps, je participerai aux discussions. Mais ouais, je suis assez curieux en fait d'avoir plus d'arguments aussi. Si vous avez détesté ce film, n'hésitez pas, enfin je vous invite à m'expliquer pourquoi. Spécifiquement, hein, parce qu'il y en a qui me disent « Oh, il va chier sur l'histoire », c'est-à-dire... parce que tout ce qui est humour, moi je suis pas trop d'accord, mais admettons, à côté de ça, je sais pas, moi je trouve qu'il se tient. J'ai plus peur pour le 9. Et ouais, comme je disais, je suis un peu déçu de certaines portes qui ont été fermées. Comme je disais, ils ont pris une direction, c'est normal, mais je sais pas, je m'attendais pas à cette direction-là, et là tout de suite, je pense qu'il y a d'autres directions qui auraient été peut-être plus intéressantes, mais bon, c'est eux les chefs d'orchestre, on verra bien dans... c'est quoi, c'est dans 1 an et demi le 9e, je crois. Non, c'est pas possible, ils n'ont pas commencé le tournage. Enfin bref, au 9e, je suis sûr qu'ils auront une bonne fin à cette trilogie, et d'ici là, ils auront sans doute plein de bouquins pour nous faire attendre et pour compléter un petit peu, et peut-être pour enfin découvrir qui est ce Snoke. Et tiens, concernant les parents de Rey, ces personnes, peut-être. En fait, le truc qui me dérange, c'est que... Ouais, si, peut-être. Pourquoi est-ce que Daisy Ridley, lors du 7, a dit qu'on avait tous les éléments pour savoir qui c'était? Je sais pas. Et il me semble que c'est J.J. Abrams qui avait dit que c'est des personnages qu'on connaît. Je sais pas si je le crois, mais en même temps... Toutes les possibilités que j'ai en tête me dérangeraient. Beaucoup de gens disaient « Ah, c'est la fille de Han et Leia ». Alors, j'aime bien l'idée, sauf que quand elle a été abandonnée, elle n'était pas si jeune qu'elle s'en souviendrait pas. Elle se souviendrait de Han, elle se souviendrait de Ben. Leia aussi, elle l'a rencontré. Donc, je sais pas trop. Mais du coup, ouais, je suis assez curieux de voir le 9. Moi, je vais l'attendre avec plaisir, parce que je me suis amusé pendant ce film-là. Et ouais, donc... au débat, discuter. Je suis curieux de voir les échanges entre les deux côtés. Soyez cordiaux. Et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à très bientôt. Bye bye.